Une nouvelle édition sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Dans ce journal, vous allez suivre les retours progressifs de la population dans son milieu de vie, une situation qui intervient juste après la reprise de cette ville stratégique par les forces armées de la République démocratique du Congo. Climat de sécurité renforcé, les boutiques réouvertes, les transports en activité, marché animé, la vie a repris son cours normal dans la ville d'Uvira. Restons en position d'écoute pour suivre ces reportages signés Rigen Sindano. Parmi les sujets qui seront développés au cours de ce journal, vers son élévation au rang des grandes villes modernes, la cité d'Nkamba, de par son histoire, la Nouvelle-Jérusalem possède des infrastructures de base et projets ambitieux pour être dotée d'un statut des villes. La ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, Angèle Bangaza, a inspecté les infrastructures stratégiques permettant à lever cette cité parmi les villes congolaises. Bienvenue à tous. Demi-heure pour passer en revue l'actualité des provinces à Uvira. Après des jours de fortes tensions, la vie reprend progressivement. Le calme est revenu au sein de la population. Les climats de cohésion et de cohabitation pacifique s'installent. Les bureaux de l'État ont été réouverts dans la ville. Le marché fonctionne à nouveau normalement. Les transports en activité et la vie reprend progressivement son cours pour la ville d'Uvira. Un récit signé Rigen Shindano. Boutique d'habillement, vendeuse de poissons, station-service ouverte, quelques étalages de savons et biens de consommation, tel est le nouveau visage d'Uvira. Les activités commerciales ont repris dans cette partie de la province du Sud Kivu, au grand bonheur des résidents, comme les témoigne cette habitante. Nous sommes dans la grande joie de vivre la sécurité dans notre cité, car le bon Dieu nous a ramené une nouvelle paix qui chasse l'esclavagisme. Nous dormions à 17h, pas de circulation, et nous les femmes étions victimes de viols et autres atrocités. Chose que salue également ces chauffeurs du tricycle, un moyen de transport très utilisé localement. Nous ne pouvons pas passer sous silence cette victoire gouvernementale avec nos troupes qui ont bouté dehors l'ennemi qui nous avait beaucoup tracassés. Nous, les Congolais d'Uvira, vivons maintenant en paix. Les départs des rebelles de la FCM 23 d'Uvira suscitent la joie chez les femmes, premières victimes de la rébellion. Cependant, les rebelles se sont éloignés uniquement à 35 km d'Uvira, précisément dans la localité de Kabunambo, contrairement aux exigences américaines qui stipulent 75 km, soit jusqu'à Kamanyola. Un périmètre sécuritaire qui est en train d'être effectué ici à Uvira par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, la ville a été détruite. Plusieurs institutions publiques de l'État ont été vandalisées et détruites par le passage de ces éléments rebelles. Ici à Uvira, Rigen Shindano, derrière la caméra, Fiston Wavingana pour la RTNC. Je le disais, le cap est placé avec ses infrastructures stratégiques et de projets ambitieux. La cité d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, sera bientôt dotée d'un statut de ville moderne. La ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Bangaza Yogo, rassure de la matérialisation de cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée par la chef du gouvernement Judith Suminwa lors de son itinérance au Congo central. La ministre Bangaza a échangé avec le père spirituel kimbanguiste Simon Kimbango. Les détails dans ses commentaires. Un an après la consécration de la journée du 6 avril, chômé payé, en mémoire du père spirituel Simon Kimbango, un hommage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette illustre personnalité au regard de la lutte qu'a menée Simon Kimbango pour l'émancipation de l'homme noir. Le cap est placé à élever la cité d'Nkamba à une grande ville. À l'issue de son itinérance dans la province du Congo central, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, Angèle Bangaza Yogo, a procédé à une inspection approfondie sur les infrastructures stratégiques pour l'extension de cette cité. Une démarche qui rentre dans la dynamique du gouvernement central visant à créer des villes durables avec zones industrielles et résidentielles pour décongestionner la capitale congolaise. Bana ya Congo central.
Nous demandons à toute la population de réitérer sa confiance à la vision du chef de l'État matérialisée par la première ministre. C'est grâce à leurs efforts que le Congo central est retenu comme site pilote pour les projets de la nouvelle gouvernance des villes. L'objectif de notre mission est d'étudier les contours pouvant permettre à lever la cité de Kamba au rang de grande ville. À noter que la cité d'Nkamba dispose déjà de quelques infrastructures de base et projets ambitieux en pleine exécution pour répondre aux normes d'une ville moderne. Un message bien accueilli par les fidèles de cette communauté. Les informations récoltées seront transmises au gouvernement pour la matérialisation de ces projets. 2 villes ciblées avec les cas flagrants de violations des droits humains causés par le rebelle des M23 AFC devant la presse. Ce samedi à Kinshasa, le ministre des Droits humains a annoncé le démarrage imminent des travaux de documentation des violations des droits humains dans la ville du Nord Kivu, dans la ville de Goma et Uvira. Reportage. Ces travaux se dérouleront du 27 janvier au 7 février 2026. Ils seront menés conjointement par le ministre des Droits humains, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, l'Association congolaise pour l'accès à la justice SACAJ, ainsi que la nouvelle société civile congolaise. Selon le ministre Samuel Mbemba Kabouya, l'objectif est de produire une documentation rigoureuse, crédible et consolidée des nombreuses violations de droits humains perpétrées contre les populations civiles dans les villes de Goma et Bukavu durant la période d'occupation. Le patron des droits humains a souligné que ces documents servira à la fois l'outil de plaidoyer, de mémoire collective et de base pour d'éventuelles poursuites judiciaires au niveau national et international. Comme nous l'avons dit, aucune revendication ne saurait justifier qu'on tue comme on le voit, qu'on pille comme on le voit. Et donc, un rapport sera donc disponible. Nous vous annonçons donc que les travaux ont commencé. Le lancement de la rédaction du rapport aura lieu le jeudi 29 et ça prendra 10 jours. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités congolaises de documenter de manière méthodique des crimes et violations graves de droits humains commis dans l'est de la RDC, une région toujours marquée par l'insécurité et de lourdes souffrances humaines. À travers un tour complet de la ville de Kinshasa, de l'IFES sont allés à la rencontre de bénéficiaires ayant suivi une formation dans le cadre de leur plan d'action. L'idée est de renforcer leur capacité afin d'évaluer et d'accompagner la mise en œuvre concrète des initiatives portées par les femmes leaders. Eric Kabamba pour les détails. Clôture des activités du plan d'action individuel de bénéficiaires chez Leeds, un programme de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES soutenu par le FCDO du Royaume-Uni. Ce samedi 24 janvier, un tour complet de la ville a été effectué pour clôturer ces actions qui ont débuté depuis le lundi 19 janvier. Eugénie Ladiachilidze a animé une séance de sensibilisation à Lingwala à l'intention des chefs coutumiers autour des thématiques du leadership féminin, de la participation politique et de la problématique de l'albinisme face aux barrières coutumières. Objectif, sensibiliser les autorités traditionnelles sur les stéréotypes et la stigmatisation qui freinent l'accès de femmes et de personnes atteintes d'albinisme aux instances de leadership. Tout ce que nous faisons, ça vient de la coutume. Je me suis dit que si je commence à sensibiliser les chefs coutumiers, en tout cas, je commence à la source de la sensibilisation. Enfin, dans la commune de Limete, Lisa Katunda, bénéficiaire du programme chez Leeds, a également sensibilisé la population sur la protection de l'environnement, le leadership féminin et l'engagement communautaire. L'objectif principal de cette activité était d'impliquer activement la communauté dans la protection de la biodiversité. J'ai voulu mettre un accent sur le leadership féminin parce que les femmes sont des acteurs clés sur l'environnement. Nous gérons notre environnement au quotidien et les personnes qui les gèrent le plus, ce sont les femmes. Si je sensibilisais les femmes autour de moi, cela permettra qu'elles aussi elles sensibilisent autour d'elles pour apporter un changement sur la protection de l'environnement. À travers cette série d'activités, AIFES réaffirme son engagement à promouvoir le leadership féminin inclusif et à accompagner les bénéficiaires formés dans la mise en œuvre d'actions concrètes au service des communautés de Kinshasa.
Et rendons-nous à présent à Butembo, dans la province du Nord Kivu, pour faire échec à toute manœuvre de l'ennemi de la paix. La population s'est résolue à réitérer son engagement au retour de la paix tel que promis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur la scène, le député national Crispin Bindoulé appelle cette population à collaborer au service de sécurité pour dénoncer toute forme d'infiltration des rebelles. Jackson Amissi dans ses reportages. C'est toute une foule immense qui a accueilli l'honorable Crispin Bindoulé Mitono mercredi 21 janvier à Ville de Butembo au Nord Kivu, son fief naturel, dès son entrée triomphale. À Furu, au nord de la ville, l'élu national a été reçu par des milliers d'habitants de Butembo, composés notamment des militants de sa famille politique, l'UDPS, des sympathisants et joueurs de la SNUki, dont il est le président, et de la dynamique Nguzoletu. Ceux-ci ont accompagné le député national Crispin Bindoulé à pied jusqu'au rond-point VGH sous les ovations du public local. C'est ici où il a tenu son meeting, au cours duquel il a transmis à la population civile les assurances du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à sa détermination à pacifier tous les territoires nationaux conformément à ses engagements pris lors de sa prise de pouvoir. Le chef de l'État Félix Tshisekedi m'a transmis deux messages. C'est celui de vous rassurer que la paix qu'il vous a promis lors de son passage ici à Butembo reste son engagement ferme. Il m'a dit qu'il ne vous trahira jamais. L'honorable Crispin Bindoulé Mitono a par ailleurs expliqué que l'infiltration et la trahison interne ont ralenti les efforts du président de la République à mettre fin au phénomène EDF et la rébellion du M23. Il a assuré qu'il y a lueur d'espoir étant donné que les traîtres sont en train d'être dénichés. C'est ainsi que le député national Crispin Bindoulé Mitono a appelé les Congolais qui collaborent encore avec le M23 ainsi qu'avec la rébellion du seigneur des guerres Thomas Lubanga en province de l'Ituri à revenir à la raison. Il a enfin invité toute la communauté au respect des biens publics tout en saluant les efforts de la justice au niveau local grâce auxquels la spoliation de la concession de la poste au niveau local a été déjouée après son alerte. La crise sécuritaire au Sankuru bloque l'élan du développement déjà amorcé dans cette partie du pays et les élus provinciaux veulent en découdre, constituant en délégation. Ces élus sollicitent l'expertise du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Elle a discuté avec le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba sur des voies de sortie de cette crise. Yolande Voka pour d'autres détails. Poignée de main chaude, serrée, accoulade, voilà ce qui a constitué l'entame de cet échange entre l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa Tchingambo, et la délégation de l'Assemblée provinciale du Sankuru, conduite par l'honorable président de cette institution, Salomon Issekou. Cette délégation des députés sankourois séjourne dans la province du Lualaba pour, entre autres, un échange d'expériences avec leurs collègues députés lualabais. Prenant la parole, le speaker de l'Assemblée provinciale du Lualaba a, du haut de son expérience parlementaire, présenté la stabilité comme socle de développement durable des provinces, tel que le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons suivi le message du chef de l'État dans la conférence des gouverneurs qu'il nous avait associés, nous, présidents. C'est là où moi, personnellement, je me suis inspiré aussi de cette stratégie donnée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Si vous travaillez dans la stabilité entre les deux institutions en province, automatiquement, vous allez constater qu'il y aura des développements au niveau de province. S'il y a toujours des querelles, des disputes entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, automatiquement, nous allons retarder le développement au niveau de la base. Des propos à mettre à profit au dire du chef de la délégation des députés sankourois, l'honorable Salomon Issekou. Alors le président nous a donné les stratégies. Alors lorsque nous aurons un nouveau gouverneur, peut-être prochainement nous viendrons officiellement pour créer de relations inter-citoyennes. On est avec lui, il est ouvert et accueillant. La province du Lualaba et particulièrement son assemblée provinciale demeure un modèle de bonne gouvernance, a ajouté la délégation du Sankuru. Un reportage signé Richard Kalala.
D'une capacité de production de 60 MW pour une puissance de 180 kVA, le centrale solaire de Dungu, un véritable moteur de développement durable pour les communautés riveraines. Inaugurée par le gouverneur de province, l'installation de ces centrales photovoltaïques va permettre d'élargir le réseau électrique, question d'alimenter différentes zones en électricité. Nous sommes là dans la province du Haut-Ouélé. Reportage. D'une capacité de 180 kVA avec une capacité de production de 60 MW, cette centrale photovoltaïque est l'œuvre de l'Institut congolais pour la conservation de la nature au travers du parc national de la Garamba dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de la communauté locale. Le gouverneur Jean-Bakomi Togambou, qui coupe le ruban symbolique en guise d'inauguration le jeudi 22 janvier 2026, salue l'initiative qui s'inscrit sur la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons rendre nos hommages le plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour son engagement à assurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire national qui nous permet de présider cette cérémonie. La centrale solaire de Dungu donne des réponses aux questions pertinentes par rapport au changement climatique et à la conservation de la nature. Notre souhait est qu'une maintenance préventive associée à une gestion commerciale, sociale et rigoureuse puisse garantir l'exploitation durable de ces parcs solaires. Mais auparavant, à l'instar des représentants du parc national de la Garamba et de l'ICSN ainsi que l'administrateur du territoire, le chef de chefferie Wando, Marc Gbiaïdi, a au nom de sa population bénéficiaire dit merci pour cette œuvre qui participe au développement de son entité. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui se bat pour le développement et le relèvement de notre province. Une opportunité nous est offerte par l'installation d'une source d'énergie tant attendue par la population en fait de booster son niveau de vie. Signalons qu'en plus de la consommation domestique, cette centrale servira aussi à l'éclairage des grandes artères de la cité de Dungu. Une visite guidée des installations a sanctionné cette cérémonie. Dans sa vaste campagne d'améliorer les conditions hygiéniques de la population, le gouverneur de la province du Kasaï lance le programme de construction des latrines dans des espaces publics, initiative du gouvernorat provincial qui s'inscrit dans la continuité des actions sociales, notamment avec le lancement de programmes de construction des forages. Marc Mangaza nous en dit un peu plus dans ce reportage. Lancement ce vendredi 23 janvier 2026 des travaux dédiés à la construction de latrines publiques en faveur de la population du Kasaï central. Il s'agit de la deuxième phase du vaste projet piloté et financé par le gouvernement provincial auquel est associée la construction des forages et établissements scolaires. Pour cette étape de latrines, le ministre provincial à charge du plan a, au nom du gouverneur José Moïse Kamboulou Konko, donné le cours des travaux, cette fois-ci à partir du site de la place de l'indépendance au centre-ville de Kananga. Pierron Moutere Mukendi explique les choix de cet emplacement. Au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou Konko, je viens lancer comme autorité contractante les travaux de construction de 10 latrines à travers la province du Kasaï central. Bien entendu, aujourd'hui, en commençant par le site de la place historique de l'indépendance. Depuis que l'homme blanc est parti de la République démocratique du Congo, c'est la première fois que l'on puisse avoir un ouvrage comme celui-ci. Exécuté par la firme Bassoa Building Foundation, les travaux de ces premières latrines prendront 2 mois et vont être étendus sur l'ensemble de la province. La première latrine, c'est celle-ci, à la place de l'indépendance, la place historique. Le deuxième site, c'est le site du marché Ofida à Kamaï. Le troisième site, l'arrêt Transco au niveau de Chikaji. Le quatrième site, ça sera au niveau de Dibambe vers Lukonga. Le cinquième site, au marché Chinselek. En dehors de la ville de Kananga, il y a les toilettes publiques dans la cité de Lusa vers le marché. Et il y a les toilettes publiques au siège du territoire de Kazumba. Toilettes publiques à Mukamba pour ce qui concerne le territoire de Djimbelengue. Et pour le territoire de Dibaya, c'est au niveau du marché vers Tchimboulou. Au nom de la population de la contrée, Dominique Chia, chef de quartier Malandi, a remercié le chef de l'exécutif provincial pour ce projet implémenté dans sa communauté et a sollicité en même temps l'érection d'un forage ainsi que l'apport de lampadaires en vue de sécuriser les 10 travaux. La province du Kasaï central sous la fièvre de l'arrivée prochaine du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le terrain, la population s'est mobilisée
pour réserver un accueil digne de son nom au premier citoyen d'entre les Congolais qui vient en itinérance dans cette partie du pays. Sur place, le sénateur Jean Tshisekedi invite la population à se mobiliser comme un seul homme derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Kananga, le chef-lieu du Kasaï central. L'annonce a été faite par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele à travers ses descenses de mobilisation dans les 5 communes de la ville. Cet élu des élus de l'UDPS appelle à une mobilisation générale des Congolaises et Congolais pour accueillir le chef de l'État à l'aéroport de Kananga. C'est une mobilisation porte-à-porte qui doit prouver à la face du monde que le champion de la paix est autant aimé dans la région centre du pays, a lancé le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au rythme d'un pas de danse avec sa base. C'est un véritable marathon de mobilisation dans les communes de Nganza, Kananga, Lukonga, Katoka et Ndesha pour ces grands événements qui va conduire à l'inauguration de l'université de Kananga. Et désormais, l'Assemblée provinciale du Congo s'engage à accompagner les travaux Kaba. La radio-télévision nationale congolaise Congo, le président de cette chambre a échangé avec le directeur provincial de ces médias publics sur les actes de collaboration. Cédric Kenina pour le reportage. L'accompagnement de la radio-télévision nationale congolaise par les institutions provinciales et l'amélioration de son fonctionnement était au cœur de l'audience accordée ce mercredi 21 janvier 2026 à Kenge à l'équipe de la RTNC Congo par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Tite Mundangand. Conduite par son directeur provincial, Aimé Etouyenzi, la délégation de la RTNC Congo a d'abord présenté ses vœux de nouvel an au speaker de l'organe délibérant avant de solliciter son accompagnement dans un plaidoyer en faveur de la finalisation des travaux de construction du bâtiment de la station provinciale de la RTNC et de la dotation en matériel de travail, tant auprès des autorités provinciales que nationales. À cette occasion, Aimé Etouyenzi a réitéré la disponibilité de la RTNC Congo en tant qu'établissement public d'information à assurer la promotion et la diffusion des activités de l'Assemblée provinciale. Nous avons échangé de façon que on s'accompagne. Il va accompagner la RTNC, surtout dans la construction de la station provinciale. Également, nous allons l'accompagner sur la médiatisation de toutes les activités qu'il aura à faire dans cette province. Réceptif à ces plaidoyers, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Tite Mundangand, a fait sienne la cause de la valorisation de la RTNC en province. Il a rassuré le directeur provincial de son implication personnelle en tant qu'élu du peuple pour porter ces dossiers auprès du gouvernement provincial en vue de rendre opérationnel dans un délai rapproché les bâtiments de la RTNC Congo. Profitant de la présence de la presse nationale dans l'enceinte de l'hémicycle, l'honorable Tite Mundangand a également fait visiter au directeur provincial de la RTNC et à son équipe les chantiers du bâtiment destiné à abriter les bureaux de membres politiques de l'Assemblée provinciale du Congo, un ouvrage financé par le gouvernement provincial. Et la RTNC Tanganyika vient d'être dotée d'un nouvel émetteur radio d'une capacité de 500 watts, un don du gouvernorat provincial du Tanganyika, une première depuis sa création. Gaëtan Mangalano. Les actions de bienfaisance du gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, touchent tous les secteurs de la vie publique. Ce jeudi 22 janvier 2026, l'autorité provinciale a posé un geste historique en dotant personnellement la radio-télévision nationale congolaise, RTNC Tanganyika, d'un émetteur flambant neuf. Ce don, le tout premier du genre depuis que le Tanganyika est devenu province, marque un tournant décisif pour la RTNC locale. Au nom de notre directeur général, Madame Sylvie Elengue Nyembo, et au nom de tous les personnels, et à mon nom personnel, nous vous disons merci. Grâce à ce nouvel émetteur, la voix de la RTNC pourra à nouveau porter loin, informant et éduquant la population sur les réalités provinciales et nationales. Sur place, l'émotion était palpable parmi les agents et cadres de la RTNC. Ils ont exprimé leur sentiment de satisfaction en suppléant aux efforts de notre direction générale, dirigée de main de maître par Madame Sylvie Elengue. Point n'est besoin de vous rappeler, Monsieur le Gouverneur, que cette dotation est la toute première, depuis que le Tanganyika est devenu province en 2015, et la dernière remonte en 2010, lorsque le Katanga n'était pas encore démembré. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur Kitunga Muteba a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement des médias publics.
Et donc nous avons le devoir d'accompagner cette institution qui rend un service combien louable à la République. Il a promis que cet appui ne s'arrêtera pas à cet émetteur, annonçant son intention d'équiper davantage la RTNC. Un reportage signé RTNC Tanganyika. L'application du SMIC au cœur du contrat social entre le bon syndical et l'État employeur. L'Union nationale des travailleurs du Congo a réfléchi sur cette question au cours des échanges de vœux. C'est Kenina. 2026 a démarré sur le chapeau de roue et déjà, le monde syndical passe à l'offensive. Dès les premières semaines de l'année, les travailleurs congolais font entendre leur voix. En première ligne, l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, bien décidée à remettre au cœur du débat la question brûlante des conditions de travail. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, le ton a été donné. L'UNTC a clairement affiché sa volonté d'ouvrir un dialogue social franc et responsable avec l'État employeur. Au centre des revendications, les réajustements du SMIC, les salaires minimums interprofessionnels garantis. Nous avons eu échange de vœux avec tous les syndicalistes de l'Union nationale des travailleurs du Congo aujourd'hui. Il y avait un point chaud qui nous a pris suffisamment de temps, c'est les discussions qui gravitaient autour du SMIC. Il est évident qu'en pareille circonstance, en tant qu'organisation principale des travailleurs, nous puissions nous prononcer ce qui se passe au sujet du SMIC. La Première ministre, dans son décret, il était question d'abord d'ajuster le SMIC à $5, qui équivalait à 14 500 francs congolais par jour pour les travailleurs ordinaires. Et puis, en janvier, ça devait passer à 21 500 francs par jour pour les travailleurs ordinaires. Pour la centrale syndicale, 2026 doit être l'année des actes concrets, celle où les promesses se traduisent enfin en amélioration tangible du pouvoir d'achat et du bien-être des travailleurs. Reste désormais à savoir si l'État employeur répondra favorablement à cette main tendue du monde syndical dans un contexte social où l'attente est forte. L'association des gestionnaires des institutions de santé va bientôt muter vers l'ordre national des administrateurs gestionnaires des institutions de santé. Ces changements majeurs visent à encadrer et à professionnaliser la gestion des structures sanitaires. Une campagne de sensibilisation sur le bien fondé de cette mutation vient d'être lancée à Kinshasa. Un reportage signé Eric Kabamba et Diane Balaka. Un tournant majeur va bientôt s'opérer dans le secteur de la santé. En République démocratique du Congo, l'association des gestionnaires des institutions de santé AGIS va officiellement engager sa transition vers l'ordre national des administrateurs gestionnaires des institutions de santé au NAGIS, une réforme structurelle destinée à professionnaliser, organiser et encadrer la gestion des établissements de santé à travers la création de cet ordre professionnel. Les initiateurs entendent mettre fin à la confusion des rôles et instaurer une gouvernance plus efficace au sein des hôpitaux et centres de santé. Pour accompagner cette réforme, une campagne de sensibilisation nationale vient d'être lancée au cours de cette cérémonie. Campagne démarrée à Kinshasa, mais également en ligne pour permettre une large mobilisation de membres de la GIS dont l'adhésion au processus est jugée significative, estime son président national, Dekalundu Jean-Claude. La sensibilisation a commencé aussi en ligne avec tout le monde. Donc, il y a une participation assez significative de tous les membres de la GIS. C'est une autonomisation, une reconnaissance de l'identité d'un corps. Un combat également porté par la députée nationale Hermoine Bolumbe, elle aussi médecin de son état. Le but aujourd'hui, c'est de les sécuriser. Évidemment, pour les sécuriser, il faut qu'il y ait un ordre. Donc, la matière est inscrite. On va déposer la proposition de loi au Parlement de façon à ce qu'ils puissent avoir un ordre des administrateurs gestionnaires. L'ONAGIS ambitionne d'assurer une gestion rigoureuse des ressources matérielles et financières afin de garantir une meilleure prise en charge des patients et de renforcer la qualité du service de santé.
Voilà, c'est l'essentiel avec l'actualité coordonnée par Marthe Mangaza, réalisée par Péchomo Benga et Patrick Ba. Puis la Derrick Silimo, Didier Diawa était là pour la partie technique. Restez en position d'écoute. Gaëtan Mangalano sera là tout à l'heure pour les 20h. Dans longtemps, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes.